Dans cette vidéo, le conseil syndical de la résidence présente l'essentiel de ce qui s'est dit lors de la réunion du 25 avril à la salle Jacques Brel. Sur le projet de rénovation de la résidence, le conseil syndical et le syndic ont des propositions à faire, mais la décision appartient à l'Assemblée générale, c'est-à-dire à l'ensemble des copropriétaires. Pour que l'Assemblée générale puisse décider en connaissance de cause, elle doit être informée des options qui s'offrent à nous. Alors nous allons essayer de présenter clairement ces options qui portent sur 4 points. Premier point, faut-il faire la rénovation? Est-elle vraiment indispensable? Alors si on répond non, le débat s'arrête ici. Si on répond oui, on passe au deuxième point. Quelles options pour la rénovation? Que faut-il changer ou pas? Par exemple, doit-on changer de système de chauffage? Troisième point, quelles que soient les options choisies, quel mode de financement peut-on trouver? Évidemment, un financement qui soit supportable par tout le monde. Enfin, quatrième point, si on choisit de faire la rénovation, quelles sont les démarches et les étapes nécessaires pour la réaliser? Premier point, faut-il faire la rénovation? De notre point de vue, la rénovation est conseillée et urgente parce que la résidence a vieilli et parce que le monde a changé. La résidence a vieilli. Nous avons ici une échelle du temps de 1970 à 2050, 80 ans. Nous sommes en 2025. La résidence a été construite en 1972, il y a plus de 50 ans. 20 ans plus tard, le ravalement a été fait en 1992, il y a plus de 30 ans. Et si nous entreprenons aujourd'hui des travaux de rénovation, eh bien nous les faisons pour les 20 à 30 ans qui viennent. Alors il est évident que sur une période aussi longue, aucun immeuble ne peut rester en bon état s'il n'a pas des travaux importants d'entretien et de rénovation. Le vieillissement se voit sur la façade des immeubles, mais le vieillissement entraîne aussi d'autres problèmes gênants et même plus gênants, d'humidité et de chauffage. La rénovation est conseillée également parce que le monde a changé. Le prix de l'énergie a considérablement augmenté depuis 1972. Personne ne connaît l'avenir, mais il n'y a aucune chance que le prix de l'énergie baisse de façon durable à l'avenir. Et donc avoir un mode de chauffage peu économe devient très gênant. Le changement climatique est en marche. Les étés seront plus chauds, ce qui pose une question qui n'existait pas avant, celle de la climatisation. Par contre, les hivers resteront froids et pourront même être très froids. Enfin, il y a un changement de la législation, des lois concernant le logement, avec des aides financières pour ceux qui s'engagent dans une rénovation énergétique et des pénalités pour ceux qui ne s'y engagent pas. Exemple, le diagnostic de performance énergétique, DPE, est obligatoire depuis 2006 lorsqu'on vend ou lorsqu'on loue un appartement. Les appartements sont classés en 7 catégories, de A à G. Les appartements A, B, C étant bien isolés et donc économes en énergie. Les appartements F et surtout G étant très mal isolés, gaspillant l'énergie et étant considérés comme des passoires thermiques. Notre résidence est en gros classée F. Alors ça peut dépendre selon les appartements, dépendre des travaux qui ont été faits ou pas. Mais globalement, la résidence est du côté de F. Exemple de sanction, à partir de 2028, c'est-à-dire demain, les logements classés F sont interdits pour une nouvelle mise en location. Si le logement est déjà en location, le bail peut être renouvelé, mais il ne peut pas y avoir d'augmentation de loyer au moment du renouvellement du bail.
Et puis, de façon plus générale, celui qui achète ou qui loue un appartement est informé de la performance énergétique de l'appartement, et cela influe évidemment sur le prix qu'il acceptera. Autre changement dans la législation, des aides financières existent depuis 2005 pour les propriétaires qui font une rénovation énergétique. Alors, deux grands dispositifs. Le dispositif MaPrimeRénov', un système de primes qui est ouvert aux copropriétés, et d'autre part, un prêt à taux zéro. Un prêt à taux zéro sur 20 ans, qui est évidemment un avantage considérable et qui permet de lisser dans le temps le financement de la rénovation. Nous y reviendrons en parlant du financement, mais précisons tout de suite que dans le cadre de la rénovation énergétique, le prêt à taux zéro sur 20 ans est ouvert à tous sans condition d'âge. La rénovation de la résidence est donc conseillée. Elle est également urgente parce que on a déjà beaucoup attendu, parce que le vieillissement de la résidence se poursuit avec les mois et les années, et on risque donc de se retrouver, si l'on attend, avec une rénovation qui sera de plus en plus chère et donc de plus en plus difficile à assumer. D'autre part, les aides de l'État évoluent. Dans le contexte budgétaire que tout le monde connaît, ces aides vont probablement diminuer et sûrement pas augmenter. Deuxième point, quelles sont les options qui s'offrent à nous pour la rénovation? Que faut-il changer ou pas et comment? Pour choisir entre les différentes options que nous allons présenter, il faut avoir clairement présent à l'esprit les priorités que nous nous fixons, les objectifs qu'il faut absolument atteindre. Une bonne rénovation, c'est celle qui apporte des réponses satisfaisantes aux problèmes les plus importants de la résidence. Alors le mauvais état des façades, non seulement l'aspect visuel, mais aussi les nombreuses fissures, les problèmes d'humidité qui se posent dans certains appartements ou dans certaines pièces, les problèmes de chauffage dans certains appartements ou certaines pièces, le niveau trop élevé des charges, et enfin, il faudra choisir des options qui nous permettent de bénéficier des aides de l'État, aussi bien les primes que le prêt à taux zéro. Revenons un instant sur les charges. Voici les dépenses réelles de l'année 2024, 590 214 euros. Si l'on regarde les postes de dépenses, on constate que ces dépenses sont toutes nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de la résidence. Est-ce qu'on peut les réduire? Il n'y a qu'un poste pour lequel on puisse envisager une baisse significative, c'est le chauffage. Le chauffage qui représente près de la moitié des dépenses. La seule façon de réduire la facture, c'est l'isolation thermique et éventuellement un changement de chauffage. Le deuxième poste de dépense, ce sont les travaux sur les terrasses, 14% des dépenses. Les travaux sont faits lorsqu'il y a des fuites. Il s'agit déjà de dépenses de rénovation et ça s'arrêtera lorsque toutes les terrasses auront été refaites. Ce qu'on doit en retenir, c'est qu'aucune baisse sérieuse des charges ne peut être envisagée en dehors de la rénovation de la résidence. Tenant compte de tout cela, que peut-on proposer pour la rénovation? La première étape s'impose. Il nous faut un ravalement qui soit en même temps une isolation thermique par l'extérieur, ITE. Pour bien voir de quoi il s'agit, il faut aller voir dans la résidence l'ancienne chaufferie. L'entreprise Isoconcept, qui propose d'intervenir, a recouvert un mur de l'ancienne chaufferie à titre de démonstration. Alors il y a des plaques isolantes de 12 ou 13 cm d'épaisseur et par-dessus un enduit de finition. Deux modèles sont proposés, celui qu'on voit sur la façade principale et puis celui qu'on voit sur le côté. À l'heure actuelle, on s'orienterait plutôt vers le modèle que l'on voit sur le côté.
Nous avons dit que cette première étape s'imposait, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. En réalité, il y a toujours des alternatives, mais on s'aperçoit vite qu'elles ne nous conviennent pas. Première alternative, faire un ravalement simple, sans isolation. Alors c'est moins cher, un peu moins cher à l'achat, 10 à 15%, mais ça ne permet pas les aides de l'État. Donc à l'arrivée, ça revient aussi cher ou plus cher. Ça donne évidemment un aspect neuf au bâtiment, mais ça n'apporte aucune solution aux problèmes d'humidité et de chauffage. Donc c'est bien entendu exclu. Deuxième alternative, une isolation thermique par l'intérieur. Alors c'est tout à fait réalisable techniquement et c'est efficace. D'ailleurs, certains dans la résidence l'ont déjà fait. Mais ça n'apporte rien à l'extérieur, donc ça impliquerait de faire en plus un ravalement à l'extérieur. Et d'autre part, à l'intérieur, ça veut dire refaire entièrement les murs, refaire entièrement la totalité de l'appartement. Ce qui est tout à fait envisageable dans le cadre d'une rénovation individuelle, mais totalement exclu dans le cadre d'une rénovation collective de 150 appartements à refaire en une année. Donc il faut une isolation thermique par l'extérieur et va nécessairement avec l'installation d'un système de ventilation. Nous proposons une ventilation mécanique régulée VMR. Le problème de la ventilation est nouveau et lié à la construction en béton de nos immeubles. Le béton respire moins bien que les matériaux traditionnels de construction, la brique ou la pierre. Et il ne suffit pas d'aérer pour éviter l'humidité, il faut une ventilation mécanique. Mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Ça n'est obligatoire pour les nouvelles constructions que depuis 1982, et nos immeubles, construits en 1972, n'en ont pas. Aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation, la ventilation est obligatoire pour obtenir les aides de l'État. Nous proposons une ventilation mécanique régulée VMR. Le principe, c'est que chaque pièce humide a son propre extracteur d'humidité, ce qui évite l'installation de tout un réseau de gaines dans l'appartement. Arrivé à ce point du projet, installation d'une isolation thermique par l'extérieur plus une ventilation mécanique régulée, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit s'arrêter là et donc ne pas toucher notre système de chauffage au gaz, soit changer le chauffage au gaz. Alors laissons pour l'instant cette option de côté et examinons l'option garder le chauffage au gaz. Ça peut paraître plus économique puisqu'on arrête là les travaux et on ne fait pas de travaux pour le chauffage. En réalité, c'est aussi cher ou plus cher que si on changeait de chauffage, tout simplement parce qu'on fera moins d'économies de chauffage. On en fera puisqu'il y a l'isolation, mais on en fera moins que si on changeait pour un système de chauffage plus économique. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin en parlant du financement. Deuxième problème, garder notre chauffage au gaz présente un risque parce que ce système est vieilli. Ce qui vieillit, c'est pas tellement les chaudières qui ont 13 ans, mais les tuyaux qui passent dans les vides sanitaires et qui, eux, sont d'origine, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle. Ils ont déjà posé des problèmes dans certains cas, ils vont poser des problèmes dans les mois et les années qui viennent, ça il faut le savoir. Par contre, cette option présente un avantage évident, cela limite les travaux à l'intérieur des appartements puisqu'on ne touche pas aux radiateurs existants. Voyons à présent l'autre option, changer le système de chauffage. Si l'on envisage la pompe à chaleur air-air, il y a une unité extérieure par appartement et une console murale par pièce de vie. La pompe à chaleur air-air est un système fonctionnant sur le même principe que le réfrigérateur. La chaleur contenue dans l'air extérieur est captée par un fluide.
Le fluide est comprimé pour produire de la chaleur ou détendu pour produire de l'air froid. C'est donc à la fois un système de chauffage et de climatisation. On a là une option qui présente des avantages évidents, mais aussi, bien entendu, des inconvénients. Avantages. La pompe à chaleur air-air, c'est à la fois un chauffage et une climatisation. Le tout pour un prix raisonnable, puisque la pompe à chaleur plus une bonne isolation, c'est l'un des systèmes les plus économiques en énergie. Le poste chauffage disparaît des charges et le chauffage au gaz, c'est environ la moitié de nos charges. Bien sûr, il faut payer l'électricité de la pompe à chaleur, mais on peut estimer à 50% l'économie par rapport au chauffage au gaz. Cette électricité, on la paye individuellement, chacun ne paye que sa consommation. Inconvénients, il y en a principalement deux. D'abord, il y a une installation intérieure à faire avec des conduits. C'est fait aussi discrètement que possible, ça n'est pas bourre, mais il y a tout de même des travaux intérieurs et du dérangement. Ensuite, c'est un passage au chauffage individuel, souvent demandé, mais qui implique un changement du règlement de copropriété qui doit être voté à la majorité des 2/3. Autre inconvénient qu'il faut signaler, il n'y a pas de console dans les pièces humides, salle de bain et cuisine. Mais bon, il n'est pas très coûteux d'y remédier. Si par exemple un radiateur électrique porte-serviette proposé par Leroy Merlin, 142 €, et il y en a à moins de 100 €. Pour éviter ces inconvénients, on peut envisager une autre option, la pompe à chaleur air-eau. Dans ce cas, on garde nos radiateurs actuels, nos radiateurs à eau. La pompe sert à chauffer l'eau. On reste en chauffage collectif, il n'y a pas de nouveau système à installer dans les appartements. Mais bien entendu, il y a d'autres inconvénients. D'abord, ce système fournit uniquement le chauffage et pas de climatisation. Ensuite et surtout, on garde notre tuyauterie actuelle qui est en mauvais état parce que vieillie et qui risque fort de nous poser problème. Quel financement pour ce projet? Alors ça dépend évidemment du projet qui est choisi. Nous partirons du projet avec pompe à chaleur air-air, sachant que la pompe à chaleur air-eau est généralement un peu plus coûteuse à l'installation. Les chiffres que nous donnons ici sont des estimations, pas des engagements définitifs. Mais ces estimations ont été faites de façon sérieuse et raisonnable. Et comme ordre de grandeur, les chiffres que nous donnons sont tout à fait fiables. Il faut partir du coût global brut de la rénovation, c'est-à-dire ce qu'il faudra payer aux entreprises qui font les travaux. La réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur, ITE, plus la ventilation mécanique régulée, VMR, coûtera pour l'ensemble de la résidence environ 3 millions d'euros. L'installation de pompes à chaleur air-air coûtera pour l'ensemble des appartements environ 1 million d'euros. Les honoraires des organismes qui surveilleront l'exécution et le résultat des travaux. Surveillance qui est à la fois indispensable et obligatoire. Ces honoraires, c'est environ 13% de la valeur du chantier. Ce qui nous amène à un total d'environ 4,5 millions d'euros. Lorsqu'on répartit ce coût par appartement, il faut évidemment tenir compte de la superficie de chaque appartement, c'est-à-dire du système des tantièmes qui est déjà appliqué pour la perception des charges. Cela donne comme coût de la rénovation par type d'appartement, pour un studio de 25 mètres carrés, 11 000 €.
Pour un F4 de 83 mètres carrés, 27 900 euros. Pour un F5 de 100 mètres carrés, 31 700 euros. Pour un grand F5 de 108 mètres carrés, 35 500 euros. Enfin, pour un F6 de 126 mètres carrés, 38 700 euros. De cette somme, il faut déduire l'aide de l'État. Alors, dans notre estimation, nous ne l'indiquons que de façon prudente, c'est-à-dire nous prenons l'aide minimale de l'État. Chacun aura probablement droit à plus, mais restons prudents dans l'estimation. Après déduction de l'aide de l'État, il reste à payer par appartement. Pour un studio, 5 000 euros. Pour un F4, 20 900 euros. Pour un F5 de 100 mètres carrés, 23 700 euros. Pour un F5 de 108 mètres carrés, 26 500 euros. Et pour un F6, 28 700 euros. Ce reste à charge peut être payé grâce à un prêt aidé par l'État à des conditions très avantageuses. C'est un prêt sur 20 ans, sans intérêt, intérêt zéro, et qui est accordé à tout le monde, sans condition d'âge. La seule chose à payer, c'est une assurance de 0,4% et les sommes que nous indiquons ici incluent cette assurance. Donc cela fait, pour un studio, 21 euros par mois, pour un F4, 87 euros par mois, pour un F5, 98 euros par mois, pour un grand F5, 110 euros par mois, et pour un F6, 119 euros par mois. Enfin, pour terminer avec le bilan financier, il faut comparer ce que nous aurons à payer chaque mois à cause de la rénovation, et puis ce que nous n'aurons plus à payer chaque mois grâce à la rénovation. Ce que nous aurons à payer, c'est d'abord les mensualités du prêt à taux zéro. Ensuite, le prix de l'électricité faisant fonctionner la pompe à chaleur. Prix pour lequel on ne peut faire qu'une estimation. D'abord, personne ne sait comment évoluera le prix de l'électricité. Et puis ensuite, ce prix, il dépend aussi de la façon dont chacun utilisera sa pompe à chaleur. Mais en gros, on peut faire une estimation sur la base suivante. La rénovation que nous envisageons devrait permettre une économie d'énergie de plus de 50%. Donc on prend comme base une réduction de plus de 50% par rapport à ce que nous coûte aujourd'hui le chauffage au gaz. Ce que nous n'aurons plus à payer, c'est le prix mensuel du chauffage au gaz, indiqué ici pour chaque appartement, sur la base du budget 2025. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, que ce que nous aurons à payer en plus du fait de la rénovation, c'est compensé et même largement compensé par ce que nous économiserons du fait de la suppression de la facture de gaz. Donc on a là une opération neutre financièrement, que l'on peut confirmer par un graphique sans chiffres, parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'estimations, d'ordre de grandeur. Représentons par un graphique ce que nous payons aujourd'hui. Nos charges mensuelles, et quel que soit le type d'appartement, le chauffage au gaz représente presque la moitié de ces charges mensuelles. Qu'est-ce que nous paierons après la rénovation? Eh bien, toujours nos charges mensuelles, mais diminuées presque de moitié, puisqu'il n'y a plus de chauffage au gaz. Par contre, il nous faudra payer les mensualités de notre crédit à taux zéro. Ces mensualités, c'est à peu près un peu plus de la moitié de ce que nous coûte aujourd'hui le chauffage au gaz. Et puis il faudra payer aussi l'électricité pour le fonctionnement de la pompe à chaleur. On peut estimer que ça représentera un peu moins de la moitié de ce que nous coûte aujourd'hui le chauffage au gaz. Si on compare les deux colonnes, on constate qu'elles sont à la même hauteur.
Et si l'on n'oublie pas qu'il s'agit d'estimation, on en conclura que, après la rénovation, nous devrons payer chaque mois pour le fonctionnement et l'entretien de la résidence à peu près la même chose que ce que nous payons aujourd'hui. Peut-être chaque mois quelques euros de plus ou quelques euros de moins. Mais alors, dira-t-on, qu'est-ce que nous gagnons à la rénovation? Eh bien, nous gagnons la rénovation elle-même, c'est-à-dire non pas un gain mensuel ou alors minime, mais le fait de vivre dans des appartements plus confortables, plus agréables et qui ne perdent pas leur valeur. Et pour terminer rapidement, quelles sont les étapes à franchir pour la réalisation de la rénovation? La première échéance, très importante, c'est l'Assemblée générale du 23 juin 2025. Il y aura un vote de principe. Est-ce que nous voulons faire la rénovation et qu'est-ce que nous voulons mettre dedans? En fonction de ce que nous voulons mettre dedans, il y aura d'autres votes à faire. Si nous voulons bénéficier des aides de l'État, bon, ce qui paraît évident, il faudra voter un audit énergétique qui est obligatoire pour accéder aux aides. Si nous envisageons de passer au chauffage individuel, il faudra voter une modification du règlement intérieur. Et si tout n'a pas pu être fait et décidé, eh bien, il faudra une AG extraordinaire à l'automne 2025. Ces formalités nous permettront de déposer un dossier et il faudra plusieurs mois, peut-être un an, pour qu'il soit étudié et accepté. Les travaux pourront alors commencer et dureront, disons, de 8 mois à un an. Mais les travaux se feront par groupe de pyramides et toute la résidence ne sera pas en chantier en même temps. Alors tout ceci est bien long, raison supplémentaire pour ne pas traîner davantage. En tout cas, il ne faut pas manquer la première étape décisive, l'Assemblée générale du 23 juin 2025. Avant l'AG, donnez votre opinion et posez vos questions sur le groupe WhatsApp. Posez vos questions au conseil syndical, aux syndics, aux entreprises qui travaillent sur le projet. Alors nous répondrons de notre mieux et dans quelques semaines, nous ferons le point sur les avis qui se dégagent parmi les copropriétaires. Il faut que nous trouvions ensemble le projet qui recueille le soutien le plus large.